La revue de presse maintenant, Valérie Drouot est avec nous. Le certificat Covid obligatoire, Valérie, fait encore réagir la presse. Les non-vaccinés sont une menace. La citation qui frappe ce matin en une d'Arc Info, c'est le Conseil d'État en charge de la santé dans le canton de Neuchâtel, Laurent Courte, qui le dit. Une menace pour eux-mêmes d'abord, et puis, par leur intermédiaire, le virus circule davantage et donc une menace pour le système de santé qui risque d'être engorgé. Non, lui répond un commentaire de la NZZ, ne sortez pas le pilori tout de suite pour les non-vaccinés, et de rappeler que la Suisse ne connaît pas la vaccination obligatoire. On n'est pas obligé de le comprendre, certes, mais on doit le respecter. La santé individuelle n'est pas une affaire de collectivité. Le certificat vaccinal obligatoire pour toute une série d'activités dès lundi et notamment pour l'intérieur des restaurants. Inégalité de traitement, oui, mais une inégalité justifiée, affirme le spécialiste d'éthique économique Thomas Béchorner dans un commentaire dans le Blick. Dans ce cas précis, les personnes ne sont pas discriminées en raison d'une caractéristique telle que la couleur de peau ou le sexe, mais en raison d'un comportement qui nuit aux autres. La vaccination ne protège pas seulement la personne vaccinée, mais aussi les autres, car le taux de transmission du virus est nettement inférieur, écrit-il, et il nous rafraîchit aussi la mémoire. Ce type d'inégalité existe déjà dans nos sociétés. Il évoque l'interdiction de fumer dans les restaurants. Roger Cohen, vous êtes correspondant du New York Times à Paris. Emmanuel Macron, le président français, on a dit au début, avec cette introduction du pass Covid, a fait un pari. 200 000 personnes sont dans les rues à peu près chaque week-end. Il est en train de le gagner, il est en train de le perdre. Ce pari, comment vous évaluez la situation ? Bon, on verra bien, mais je pense qu'il est plutôt en train de le gagner puisque le nombre de Français vaccinés a augmenté comme en Suisse, comme je viens d'entendre, d'une façon radicale depuis que le pass sanitaire a commencé à être utilisé. Je dirais que c'est plutôt un succès. Enfin, parfois on vous le demande, parfois on ne vous le demande pas. C'est pas systématique. Comme tout dans le Covid, c'est pas systématique du tout. Je rentrais de New York l'autre jour, j'ai dû remplir des fiches sur l'avion. Quand j'arrive à Charles de Gaulle, personne ne les demande. Je veux dire, c'est un peu n'importe quoi, mais là je dois aller en Angleterre. C'est un peu un cauchemar et avec le nombre de formules à remplir. Mais oui, non, je dirais que c'est plutôt un succès en France pour Emmanuel Macron. Et la vie à Paris, et la vie dans les grandes villes a repris une certaine normalité, je dirais. Toute autre chose maintenant dans vos journaux, des écoles de la province de l'Ontario au Canada ont détruit des milliers de livres. Des livres accusés de véhiculer des clichés sur les peuples amérindiens, nous explique 24 heures et la Tribune de Genève. 5000 ouvrages ont été supprimés des bibliothèques, jetés, enterrés, voire brûlés dans des autodafés sous l'égide du Conseil scolaire catholique Providence qui regroupe une trentaine d'écoles francophones de cette région. Les autodafés datent de 2019, expliquait cette semaine Radio-Canada. Ils ont été filmés pour les élèves. La porte-parole du Conseil scolaire catholique justifie ces pratiques par le contenu prétendument désuet et inapproprié des œuvres. Il y a Astérix, Lucky Luke et d'autres livres pour les enfants. Également des ouvrages plus sérieux, entre guillemets, comme deux biographies, par exemple, du navigateur Jacques Cartier. C'est le tollé au Canada. Une pure censure, dénoncent les auteurs. Les politiques ont aussi réagi, alors plus ou moins frileusement, vu que le Canada est en pleine campagne d'élection fédérale. Face à ces réactions, le Conseil scolaire concerné a annoncé qu'il suspendait son projet et avant cette suspension, 200 œuvres étaient encore en évaluation et auraient pu être détruites. Parmi elles, 2 Tintin, L'Oreille cassée ou encore Les Picaros. Roger Cohen, on va trop loin dans la cancel culture. Enfin, on ne sait plus expliquer ce qui vient du passé dans notre histoire, dans notre culture, jusqu'à brûler des livres. Quel regard vous avez sur ça ? Ouais, je pense que souvent on va trop loin. Je veux dire, l'histoire a eu lieu. Parfois, je pense, comment est-ce que les gens à 200 ans d'aujourd'hui vont nous juger ? Peut-être certaines des choses qu'on fait seront pour eux aussi répugnantes que certaines choses dans le passé d'il y a 200 ans, l'esclavage par exemple. Et je pense qu'il vaut mieux essayer de comprendre, essayer de discuter, essayer d'avoir une image complète de ce qui s'est passé à certains moments de l'histoire. Enfin, démonter des. Parfois, c'est justifié, mais en général, je dirais que démonter des statues, enfin, effacer des choses, brûler des choses, faire en sorte que l'histoire, essayer de faire en sorte que l'histoire disparaisse, non.
Nous sommes à la veille du 11 septembre, ça n'aura échappé à personne et de nombreux journaux proposent des pages spéciales aussi ce matin, Valérie. Oui, des témoignages par exemple dans la Côte, 2 femmes de la région qui étaient à New York le 11 septembre 2001. L'une devait boire un café avec son mari au sommet du World Trade Center, mais arrivés de Suisse la veille, ils ont dormi plus tard que prévu à cause du décalage horaire. Et l'émotion est encore là quand elle parle de cette journée. Lit-on les images, les secouristes partout et surtout l'odeur, dit-elle, l'odeur celle de la mort mélangée au métal incandescent. Et l'autre témoin, elle est originaire de Nyon, elle habite, elle, toujours New York. Et c'est encore difficile d'en parler, dit-elle, un traumatisme qui n'est pas encore surmonté, dit pour ça par le Tages-Anzeiger, qui a interrogé un policier et un ancien pompier new-yorkais. Et puis 20 ans après, c'est l'heure du bilan pour l'éditorial du Courrier. Les conséquences du 11 septembre jusqu'au retrait récent d'Afghanistan s'inscrivent dans une hégémonie américaine en déclin, juge l'édito, et Daesh est l'enfant de cette volonté d'imposer par la force une vision du monde, poursuit-il. Désormais, le djihadisme essaime dans le monde, particulièrement en Afrique. Pour l'heure, ce sont les populations locales qui en paient le prix le plus fort. Et pour l'éditorialiste Philippe Bach, les attentats de 2015 en France, pour traumatisants qu'ils soient bien sûr, pèsent peu de poids par rapport au drame vécu par les habitants des régions en guerre ou livrés à des bandes armées. Enfin, un numéro spécial 11 septembre aussi, celui de Seth le MOOC. 2001-2021, l'âge de la terreur. Ce titre, c'est celui d'un portfolio au centre du magazine. Il illustre ce qu'il appelle la mondialisation du terrorisme et du contre-terrorisme. On trouve aussi dans ce numéro le récit du correspondant de l'agence France-Presse à New York en 2001, Michel Moutot. Il raconte, photo à l'appui, qu'il a arpenté Ground Zero tous les jours pendant 6 semaines. Enfin, dans un format un peu différent, l'interview de 2 femmes vétéranes de l'armée américaine qui vivaient sur la base de Guantanamo quand sont arrivés les premiers prisonniers. Comme d'autres vétérans, elles ont du mal, disent-elles, à évaluer leur rôle dans la guerre contre le terrorisme et l'impact de cet endroit, Guantanamo, sur leur santé mentale et émotionnelle. Valérie Dro pour la revue de presse. Merci beaucoup Valérie.